Sachant qu'en 1800, avec 1 heure de travail, on pouvait acheter 10 minutes de lumière artificielle, donc une bougie ou des lampes à huile, combien aujourd'hui, avec 1 heure de travail, peut-on acheter de lumière artificielle? Eh bien, la bonne réponse est 300 jours. Avec 1 heure de travail aujourd'hui, on peut acheter 300 jours de lumière artificielle, c'est-à-dire des ampoules et une diode, une ampoule, une diode, ou une diode, et l'électricité pour le faire fonctionner pendant 300 jours. C'est l'une des nombreuses raisons d'être optimiste selon Matt Ridley dans son ouvrage L'optimiste rationnel. Alors malheureusement le titre est en anglais parce que l'ouvrage est en anglais, ce qui est assez rationnel, et parce que l'ouvrage n'a pas été traduit en français, ce qui n'est pas rationnel, en tout cas à mon avis pour les éditeurs. Donc si vous êtes éditeur, n'hésitez pas à traduire cet ouvrage, il est vraiment excellent. Donc Matt Ridley est zoologiste de formation, il a un doctorat de zoologie, il a fait une partie de sa carrière comme éditeur scientifique des pages scientifiques du The Economist, il a été éditeur aussi aux États-Unis pour The Economist. The Economist, c'est le grand magazine britannique qui fut libéral classique, malheureusement aujourd'hui est davantage keynésien, ravi de la crèche des grandes organisations internationales, enfin, il reste avec encore des beaux morceaux de libéralisme. Toujours est-il que donc Matt Ridley a écrit cet ouvrage qui, comme son nom l'indique, veut nous convaincre d'être rationnel, d'être optimiste de manière rationnelle. Alors l'ouvrage, j'ai beaucoup aimé l'ouvrage, c'est un ouvrage qui est assez important, qui fait 400-500 pages avec beaucoup de références à l'intérieur. Donc il y a trois aspects que j'ai bien aimé dans l'ouvrage et un aspect que j'ai un peu moins aimé. Donc le premier aspect, c'est d'abord l'avalanche de bonnes nouvelles avec laquelle Matt Ridley commence son ouvrage, c'est-à-dire que sur les premiers chapitres, il détaille de nombreuses statistiques comme celles que je viens de donner en début de vidéo, sont parfois uniformisées sur une échelle commune. Donc par exemple, en 1908, pour acheter une voiture de gamme moyenne, donc une Ford T en l'occurrence, il fallait en moyenne 4700 heures de travail. Aujourd'hui, pour acheter une voiture de classe moyenne, il faut 1000 heures de travail. Et évidemment, les deux voitures n'ont aucun au niveau confort, c'est le jour et la nuit. La Ford T, même si elle était un peu plus pittoresque, on se prenait les embruns et elle tombait en panne tous les 50, tous les 200 km. La voiture moderne a un confort et une fiabilité qui n'a pas d'équivalent. Donc Matt Ridley nous bombarde pendant plusieurs chapitres de beaucoup de statistiques, toutes très bien sourcées sur toutes les raisons qu'il y a d'être optimiste. En tout cas, sur tous les progrès de l'humanité depuis l'aube de l'humanité, en particulier depuis les 200 dernières années, les 50 dernières années. Alors avec des statistiques quantitatives comme l'évolution du pouvoir d'achat, les taux de mortalité infantile, etc. Et aussi des perceptions qualitatives sur le confort réel de vie d'un ménage moyen britannique en 1750, d'un ménage moyen britannique en 1850, d'un ménage moyen britannique aujourd'hui en 1950, et en constatant de manière éclatante les progrès indiscutables qu'il y a. Donc ce sont des chapitres qui sont assez jubilatoires. Il paraît que les journaux qui n'annoncent que les bonnes nouvelles font faillite. Je ne sais pas si ça a aidé je ne sais pas si ça nuit aux ventes de son ouvrage, mais c'est des chapitres qui sont très intéressants et qui rendent donc optimistes pour le coup. Le deuxième partie de l'ouvrage que j'ai bien aimé, c'est en fait le corps de l'ouvrage, c'est donc la thèse principale de la thèse que Matt Ridley veut défendre. Pourquoi l'humanité progresse aussi bien, quel est le moteur principal de ce progrès. Alors là, il ne réinvente pas la roue, c'est la division du travail, et donc les échanges qui permettent la division du travail. Donc il illustre cet aspect en commençant en montrant deux objets, d'une part une pierre à silex, et d'autre part une souris. Alors évidemment, les deux objets, il y a un gouffre qui sépare les deux ouvrages, les deux objets, un gouffre, d'abord un gouffre temporel, ils ont peut-être 50 000 ans ou 100 000 ans d'écart, un gouffre de technologie. Évidemment, à commencer d'abord un gouffre, ils n'ont pas du tout les mêmes fonctionnalités. N'essayez pas, ça doit être compliqué de tuer quelqu'un avec une souris. Évidemment, pour double-cliquer avec un silex sur un écran, ça ne va pas faire du bien à l'écran. Mais donc, en dehors de ces gouffres, quelle est la différence principale entre ces deux objets? Et Matt Ridley nous explique que la différence principale entre ces deux objets, c'est que le silex n'a nécessité la coopération que de quelques personnes, peut-être une seule personne. Je vais chercher un silex, je le taille de manière aiguë, je vais chercher les bonnes pierres, je les taille de manière à en faire une arme, et d'autre part, ou un arme ou un outil, et d'autre part la souris, elle a demandé la coopération de dizaines, de centaines de milliers de personnes pour
pour extraire les différents matériaux qui ont permis de faire cette souris, pour concevoir la diode, pour concevoir les différentes formes, pour les assembler, pour aider à les transporter, pour aider donc à fabriquer des camions qui vont les transporter plus vite, pour aider à fabriquer les robots qui vont les fabriquer plus vite, pour aider à fabriquer, etc., etc. Et donc, d'un côté, on a un objet qui nécessite la coopération seulement que d'une ou deux personnes, et de l'autre, un objet très commun et pourtant très sophistiqué qui nécessite la coopération de dizaines, voire de centaines de milliers de personnes. Et donc ça, c'est juste un objet que tout le monde a sur sa table, sur son bureau. Mais si vous agrandissez ça à une maison, à n'importe quelle maison de France aujourd'hui, ou d'un grand magasin, on peut imaginer le nombre de millions de personnes qui coopèrent pour fournir tous les objets qui nous intéressent en permanence. Et donc cette coopération qui est le moteur du progrès, c'est-à-dire que chacun s'occupe d'une tâche, ou soit d'une tâche pour produire un objet matériel, soit d'un champ de connaissances ou d'artistique, c'est ça qui fait la force de l'humanité. Et donc Matt Ridley nous brosse un tableau depuis l'aube de l'humanité jusqu'à aujourd'hui sur quel est avec deux axes, donc la division du travail et les échanges, donc la division du travail qui donc permet de se concentrer sur une tâche de plus en plus étroite, mais aussi d'accumuler le maximum de connaissances, aussi d'innover plus facilement, et les échanges sans lesquels la division du travail ne sert à rien, puisqu'il faut évidemment, pour construire des objets de plus en plus sophistiqués, il faut échanger de plus en plus. Et donc Matt Ridley nous offre une histoire de l'humanité qui n'est pas celle des conquérantes, qui n'est pas celle des militaires, qui n'est pas celle des grandes victoires politiques, qui est celle peut-être un peu plus humble, en tout cas plus transparente, des échanges qui s'intensifient de plus en plus. Donc il commence à l'aube des temps avec beaucoup de références archéologiques, enfin l'aube de l'humanité, pas l'aube des temps, mais l'aube de l'humanité, avec une tribu qui est plus proche de la mer, qui peut plus facilement échanger avec une tribu qui est plus dans les terres. Donc la tribu près de la mer va peut-être fournir des os de poisson, des arêtes de poisson, c'est pas dans le livre ça, des arêtes de poisson, tandis que la tribu plus dans les terres va fournir des fourrures. Et on voit que ces échanges ont commencé très tôt, relativement tôt dans l'histoire de l'humanité. On trouve un chasseur congelé de 28 000 ans avant Jésus-Christ, qui avait rien que sur lui des objets qui, à la vie d'archéologiste, nécessitaient déjà la coopération d'un grand nombre de personnes. Donc c'est très fort comme moteur de l'humanité, et Matt Ridley, le zoologiste, nous explique que c'est l'une des différences de l'être humain avec son frère le plus proche dans le règne animal, qui est le chimpanzé, par exemple. Deux tribus de chimpanzés peuvent se faire la guerre, les humains aussi, bien sûr, mais ils ne sont pas capables de se faire confiance pour échanger, donc ils peuvent soit se faire la guerre, soit chaparder, tandis que l'humanité a cette caractéristique inouïe et unique de pouvoir échanger, même entre groupes qui ne se connaissent pas, même entre individus qui ne se connaissent pas. Et c'est du reste ce qui nous arrive, nous, chaque fois qu'on achète quelque chose dans un magasin, l'objet qui nous est fourni par des gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaîtra jamais, qui ne connaissent pas nos besoins. Et c'est le fait que nous soyons capables de coopérer à une échelle aussi importante, avec un nombre d'individus aussi important, qui explique notre prospérité aujourd'hui. Donc cette partie-là est vraiment passionnante. Il commence donc il recycle un petit peu, il recycle pas, mais il retravaille à partir d'une idée d'Adam Smith sur la division du travail, et il l'étend sur toute une période de l'humanité. Ça, c'est le deuxième aspect que j'ai bien aimé dans son livre. Le troisième aspect que j'ai trouvé intéressant, même s'il est beaucoup plus mineur, le livre est énorme, il traite beaucoup de sujets, donc je sélectionne 3 sujets, mais il y a beaucoup d'autres sujets sur l'écologie, etc. C'est sur la fragmentation politique, ou plus exactement pourquoi c'est en Europe que s'est déclenché à partir de la Renaissance un phénomène qui a conduit à une prospérité inouïe, et qui explique pourquoi c'est l'Occident qui a décollé économiquement, scientifiquement à une certaine période de son histoire. Et il explique ce phénomène. Alors les causes sont multiples, il le dit lui-même, mais parmi les phénomènes qui sont intéressants à observer, c'est que l'Europe était très fragmentée politiquement, par opposition par rapport, par exemple, à la Chine. La Chine, elle aussi, avait à une certaine époque une avance non négligeable sur l'Europe, et pourtant elle s'est à un moment affaissée, ou en tout cas elle a stagné. Il explique ce phénomène par le fait que l'empire chinois, l'empire des Ming, est devenu hyper centralisé, et donc si l'empereur, à un endroit de son empire, décrétait par exemple qu'il fallait brûler tous les bateaux parce qu'il n'y avait rien d'intéressant à explorer ou à commercer au-delà des côtes chinoises, tout le monde dans son empire devait brûler les bateaux, et la Chine stagnait commercialement pour des décennies, voire des siècles. Tandis qu'en Europe, à cause de la fragmentation politique, si jamais un monarque
avait l'idée curieuse de brûler les bateaux ou de ne pas trop s'intéresser à l'exploration du monde ou au commerce, eh bien, si le roi de France décidait, je ne sais pas si c'est exact, enfin, décidait de négliger la flotte marchande, il y avait le Portugal ou Amsterdam qui pouvaient s'y intéresser. Si à Venise ou si à Florence plutôt on commençait à brimer les artistes ou les inventeurs ou les commerçants, eh bien, ceux-là pouvaient toujours se réfugier à Venise, et si ce n'était pas Venise, ils pouvaient aller à Berlin ou à Londres ou à Paris, etc., etc. Donc le fait qu'il y ait une grande fragmentation politique en Europe explique que jamais le progrès n'a calé net, puisque chaque fois qu'il y avait une zone géographique ou une zone géographique qui calait suite à des brimades politiques ou à des calculs politiques, eh bien le progrès pouvait continuer à un autre endroit de l'Europe. Et c'est un des phénomènes qui explique, selon lui, la prospérité de l'Europe. Et donc c'est un aspect qui est intéressant parce qu'on nous parle beaucoup de plus en plus de gouvernance mondiale ou de gouvernance continentale. Alors pourquoi pas pour éviter la guerre, mais il y a quand même un phénomène important à s'interroger, c'est la fragmentation politique. Si la fragmentation politique joue un rôle dans le progrès, c'est peut-être temps de s'en soucier et peut-être qu'uniformiser toutes les règles à l'échelle d'un continent ou à l'échelle de la planète, c'est peut-être une bonne méthode pour tous ensemble aller dans la mauvaise direction et caler le progrès pour des générations entières. Donc voilà, donc ça c'est les trois aspects que j'ai trouvé les plus intéressants. Il y a un quatrième aspect il y a beaucoup d'autres aspects, mais c'est les trois qui m'ont semblé les plus intéressants. Il y a un autre aspect qui m'a semblé un peu moins convaincant. Il traite aussi du sujet qui est important, c'est pourquoi malgré l'immense prospérité dans laquelle nous baignons tous, aujourd'hui n'importe quelle personne de la classe moyenne a accès à une culture, ou à une prospérité matérielle que même un monarque d'il y a 300-400 ans ne pouvait pas imaginer, ne pouvait pas rêver, et pourtant le bonheur n'est pas forcément toujours présent. Au contraire, l'humanité est plombée, y compris dans les pays occidentaux, est plombée soit par le pessimisme, voire par la dépression. La dépression peut-être un grand mot, mais en tout cas une forme de défiance. Et ce phénomène-là, donc, Matt Ridley l'aborde le temps d'un chapitre, donc il se moque, à juste titre d'ailleurs, de certains Cassandres qui nous prévoyaient des catastrophes, qui nous parlaient de catastrophes récurrentes. Donc il parlait, donc lui-même à 50 ans ou 60 ans, il nous expliquait qu'il avait vécu dans les années 70 avec la peur des pluies acides, avec la peur, l'inquiétude sur donc il y avait tous les gros titres des photos, voire le refroidissement général ou la faim générale. Il y avait beaucoup d'experts qui prédisaient des famines générales pour l'humanité à partir des années 2000 parce que la Terre n'était tout simplement pas capable de nourrir une aussi grande population. Et tout ce catastrophisme finalement s'est évaporé petit à petit, selon lui, et donc ça fait que ceux qui prédisent des catastrophes, je ne vais pas retenter les cataclysmes, le catastrophisme, ceux qui donc nous promettent des catastrophes futures devraient quand même avoir une certaine modestie parce que c'est pas nouveau de nous prédire des catastrophes, et beaucoup de leurs prédécesseurs se sont trompés parfois magistralement. Ce qui m'a un peu moins convaincu, mais par contre il explique finalement pas beaucoup pourquoi le pessimisme règne aussi facilement au sein d'une telle prospérité. Et il explique aussi, il survole aussi très rapidement le fait que certains qui nous prédisent des catastrophes sont effectivement trompés, mais d'autres ont aussi induit des changements de comportement qui ont permis justement après coup d'éviter ces catastrophes. Il n'aborde pas tellement ce point-là. Et il n'aborde pas non plus les raisons de fond qui font que malgré toute la prospérité qui nous entoure, et quand on parle de prospérité, c'est pas seulement une prospérité matérielle, c'est aussi une prospérité, on va dire, culturelle, le fait que nous accédons maintenant à une telle variété de cultures. Un bourgeois de 1750 ou de 1800, même avec un certain pouvoir d'achat, ne pouvait espérer écouter dans toute sa vie que 2 ou 3 fois son orchestre préféré avec son air préféré. Aujourd'hui, pour nous, il s'agit simplement de charger une clé et de mettre des écouteurs. Donc il n'explique pas beaucoup ça. Ce qui est à mon avis, du moins il l'explique, mais ces thèses ne sont pas tellement convaincantes. Cela étant, donc le livre est vraiment excellent, il mérite vraiment d'être lu, si vous lisez l'anglais. Sinon, il y a d'autres conférences, je crois, de Matt Ridley sur YouTube, dont certaines sont traduites. Voilà, c'était donc Matt Ridley, l'optimiste rationnel.